Le football est une valeur essentielle pour redonner de la dignité à ceux qui n'ont rien. Ce sont les propos du célèbre cinéaste et poète italien Pier Paolo Pasolini. Mais c'est avec Didier Roustan, figure emblématique du journalisme français, que nous allons parler du sport le plus populaire au monde. Bonjour à vous, bienvenue à l'Université numérique de La Réunion pour cette nouvelle causerie du sport, la première en ma compagnie. Et aujourd'hui, nous allons parler de football. Nous avons avec nous un invité exceptionnel, Didier Roustan. Salut Didier. Salut Salim, ça va, en forme? Ça va et toi? Oui, tranquille. On est très heureux de t'accueillir ici à l'Université de La Réunion. D'habitude, je vous vois mes invités, mais avec Didier, on se connaît depuis pas mal de temps, donc oui. On va se tutoyer. Les amateurs de football te connaissent, savent qui tu es. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais rappeler dans les grandes lignes ton parcours. Tu es journaliste sportif français, tu es une figure emblématique de ce milieu. Tu occupes le paysage audiovisuel depuis pas mal d'années. Tu as été le présentateur phare de l'émission Téléfoot sur TF1 pendant de nombreuses années. Tu officies aujourd'hui sur la chaîne L'Équipe 21 dans le programme L'Équipe du soir, qui est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs du sport. Tu es considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire du football. Tu as rencontré les plus grandes figures de ce sport. Tu as également fondé le premier syndicat mondial des footballeurs professionnels avec Diego Maradona et Eric Cantona. Tu es également très engagé auprès des jeunes générations puisque tu as créé l'association Foot Citoyen dont l'objectif est de transmettre à travers le sport les valeurs de respect, de courage et de tolérance. Tu es un amoureux du beau jeu et tu es un nostalgique des footballeurs engagés. Tu viens de publier ce magnifique ouvrage, Puzzle, qui connaît un succès retentissant auprès du public et dans lequel tu racontes un peu ton parcours avec 1000 anecdotes plus croustillantes les unes que les autres. J'ai pas mal de questions à te poser et on va commencer par la première. Pourquoi cet ouvrage, Puzzle ? Pourquoi c'était délicat de parler de soi sur... en plus, je me souviens plus combien de pages, mais il y en a quoi, 428, enfin c'est beaucoup. Et j'ai toujours refusé de faire une biographie. Ça fait une dizaine d'années que j'étais sollicité par des éditeurs multiples et variés. Et puis à un moment, on baisse un peu sa garde. J'aime bien transmettre d'une manière générale, quoi, partager avec toutes les générations. J'ai réfléchi un peu et je me suis dit, peut-être les écrits restent, peut-être que c'est bien de parler de certaines choses. L'occasion aussi de rendre hommage à des gens qui ont été importants pour moi. Mais je voulais pas l'écrire comme une biographie normale, c'est-à-dire en 1976, je pose mon premier pied à Cognac-G, et ça se passe comme ci, comme ça, et 47 ans plus tard, me voilà, etc., etc. Donc, j'ai dit à l'éditeur, pourquoi pas, mais à condition que vous acceptiez certaines choses, dont celle-ci, que les chapitres n'aient pas de rapport les uns aux autres, que ce soit pas une continuité, et qu'on passe d'une année à 15 années plus tard, et puis après 10 années en arrière, et puis 20 années après, etc., etc., que ce soit une sorte de caverne d'Ali Baba où tout le monde y trouvera un peu ce qui lui plaît, d'où le titre auquel j'ai pensé d'ailleurs, Puzzle. Au début, ça leur plaisait pas trop parce qu'il n'y avait pas le mot football ou des choses comme ça. Mais je crois que c'est un puzzle et on commence par des pièces et puis après certaines s'assemblent plus ou moins. Et j'étais moins gêné du coup de parler de cette vie. Alors, dans le livre, effectivement, il y a de tout, quoi. Il y a
il y a une philosophie par rapport au football, il y a des rencontres importantes. Je parle aussi de 47 ans de télévision. Il n'y a pas que 47 ans de football. Comment la télévision a évolué par rapport au football et comment on parle de football aujourd'hui par rapport à il y a 10, 20, 30, 40 ans. Comment lire un documentaire. Voilà, il y a beaucoup de gens, enfin, les 9/10e ne savent pas comment ça se passe en cuisine. Donc, je donne certaines recettes pour qu'après, quand ils voient les émissions en question, ils aient un peu plus d'éléments. L'occasion donc de remercier aussi certaines personnes, de parler de certaines rencontres qui m'ont plus ou moins marqué, de choses drôles. Je crois qu'il y a un petit peu de tout, mais enfin, c'est la vie. Et ça laisse l'ouverture à... D'ailleurs, on le voit, il y a... Enfin, il faut avoir l'œil. Sur la couverture, il y a un petit 1 ici. Parce que des histoires et des rencontres, j'en ai des tas d'autres et potentiellement on pourrait écrire 4 ou 5 puzzles. Je crois pas que j'aurai le courage, mais peut-être un deuxième un jour, c'est pas exclu. Alors Didier, on va remonter un peu au début. À quand remonte ton premier souvenir du football? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport? Alors moi, déjà, je suis d'une famille de footballeurs. Mon oncle à Cannes a été professionnel avant-guerre. Mon père jouait au niveau amateur. Je suis d'origine antillaise de par ma mère, et les Antillais sont fous de football, et mon grand-père était un grand malade de football. J'ai grandi à Cannes, je suis né en Afrique, mais je suis arrivé à Cannes à l'âge de 3 ans. Et le stade, là où jouaient les professionnels de l'AS Cannes, qui étaient alors en 2e division, se trouvait à 50 mètres. Mes copains du quartier, tout ça, bon, j'étais cerné, quoi. Et j'ai été largement influencé, mais le premier souvenir marquant, je dois avoir 4 ans environ, ou quelque chose comme ça, 3-4 ans, et mon père m'amène au stade voir un match le dimanche après-midi. À l'époque, la 2e division et la 1re division, ça se jouait le dimanche après-midi. Et j'ai été marqué par ce moment. C'était l'AS Cannes, je ne sais plus contre qui. Et mon père n'est malheureusement plus là pour m'aider. Enfin, s'il avait été là au moment de l'écriture, je lui aurais demandé, papa, tu te souviens, quel match, machin, enfin, l'adversaire en face, tout ça. Et j'ai été marqué par... il devait y avoir 2-3 000 spectateurs, mais le stade maxi peut en contenir 8 000, donc ça veut dire qu'on était quand même assez proches. Et je sais que j'ai été marqué par les clameurs, par les couleurs, par les émotions partagées des gens qui me semblaient être les mêmes, quoi, et les mouvements un petit peu, etc. Les hauts, les A, les applaudissements, les sifflets. Et puis ce grand rectangle vert et ces couleurs de maillot, là, c'est les gens qui courent. Bon, évidemment, à 4 ans, je ne devais pas comprendre grand-chose. Mais ouais, j'ai été happé par l'ambiance, ça, je m'en souviens parfaitement. Et je me souviens aussi, comme je l'explique un peu dans le livre, comme on n'était pas loin, évidemment, on est parti à pied, mais on est revenu et il pleuvait assez fort et je suis arrivé trempé et mon père s'est fait un peu engueuler par ma mère. Mais bon, ça, c'est anecdotique. Alors Didier, voilà, c'est le premier souvenir qui me vient à l'esprit. Il y en a peut-être d'autres avant, mais c'est celui-là qui me vient. On va parler à présent de l'aventure de TF1 et de Téléfoot. Raconte-nous un peu ton arrivée sur cette chaîne et le développement de cette émission qui va marquer plusieurs générations d'amateurs de football. Ouais. Alors, en fait, le bac en poche, je voulais vite travailler dans la vie active, quoi. Je n'avais pas... Bon... J'ai commencé un peu un professorat d'éducation physique, etc. Mais je me suis vite essoufflé et parce que je faisais beaucoup de sport à l'époque, je jouais à l'AS Cannes, j'avais 4 entraînements par semaine, etc., etc. Et j'ai eu la possibilité de faire un stage à TF1. Ma mère était à Paris, ma sœur était à Paris.
Il connaissait des personnes. C'était une autre époque aussi, quoi. Tu rentrais d'ailleurs à TF1 comme dans un moulin. Et je me souviens, il a fallu que le plateau de 13 heures soit envahi par des gens de l'extérieur, comme ça, en plein direct. Mais 10 ans plus tard, pour qu'il y ait un contrôle à l'entrée. Je fais des petites digressions, hein, c'est un petit peu mon style. Et tu pouvais rentrer à TF1 bizarrement comme dans un moulin. Je me souviens qu'il y avait des gens qui connaissaient les journalistes, qui débarquaient à 18 heures pour téléphoner aux États-Unis à leur chérie pendant 1 heure, quoi, et sans payer le téléphone. Et évidemment, voilà, c'était une sorte de grand moulin. Et moi, j'ai pu faire de manière officielle un stage de 3 mois. Mais il était convenu qu'au bout de 3 mois, évidemment, comme tous les gens qui faisaient des stages comme ça, eh ben je devais partir. Parce que ma mère avait entendu dire que par tous mes copains et aussi des adultes, tout ça et tout, que j'avais beaucoup de connaissances en matière de football, que patati patata, mais je serais sans doute un grand journaliste de football, tellement j'en parle, et je connais et tout. Bon, moi, oui, j'étais passionné. Effectivement, oui, c'est vrai que j'étais plus passionné que la moyenne. Je me souviens que il y avait à Cannes sur la Croisette, pas loin de la mairie, quoi, vers la fin de la Croisette, un grand bâtiment qui s'appelait la Maison de la Presse, qui faisait l'angle d'une rue comme ça. Et je me souviens que dès l'âge de 10-11 ans, j'allais rôder une fois par semaine là-bas. Je me souviens pendant la Coupe du Monde 70, donc j'avais 12 ans. Là, j'y allais tous les jours parce qu'il y avait des matchs tous les jours, etc. Et tout. Et dans cette maison de la presse, il y avait des journaux du monde entier. Et je parlais pas l'italien, je parlais pas l'espagnol, je parlais pas l'anglais, je parlais pas le portugais. Mais avec les images, les noms, les couleurs, tout ça et tout, bon, j'avais pas les moyens de me payer des livres, enfin des revues brésiliennes, hebdomadaires en couleur, tout ça. Mais donc, les gens étaient gentils, ils me connaissaient. Donc, je m'installais par terre un peu au fond, je prenais mes journaux, je faisais attention de ne pas les abîmer pour pas, puisqu'après j'allais les reposer, j'allais pas les acheter. Et je pouvais rester 2-3 heures devant des photos de Tostao, de Rivellino, voilà, etc., etc. Et j'apprenais plein de choses à travers ça, parce que bon, ça reste un langage un peu universel, même si je pouvais pas comprendre trop les articles, mais au niveau des légendes, je commençais un petit peu. Bon, j'ai toujours été très passionné, au-delà du fait de jouer au football et à un bon niveau, le meilleur niveau jeune, avec les équipes de l'AS Cannes. Donc, je fais ce stage de 3 mois et là, j'ai eu beaucoup de chance pour des tas de raisons. La première, ce que j'explique aussi, c'est que à l'époque, dans les rédactions, c'était beaucoup moins spécialisé que maintenant. C'est-à-dire, si tu vas dans une rédaction de sport maintenant, que ce soit de radio, de télé, de presse écrite, tu vas avoir surtout télé-radio, tu vas avoir 8 personnes sur 10 qui suivent le football et qui connaissent parfaitement, alors parfaitement plus ou moins le jeu, mais qui ont des bases assez solides. Ils savent que telle équipe joue là, que tel joueur est là, que tel championnat a été gagné par ci, par ça, etc. À l'époque, c'était pas le cas du tout. Au service des sports de TF1, il y avait sensiblement une vingtaine de journalistes. Il n'y en avait que 3 qui étaient spécialistes de football. Et ils ne faisaient pas que du football, d'ailleurs. Il y avait Jean Rénal, mais Jean Rénal, il faisait aussi, c'était Monsieur Basket sur TF1, mais il faisait aussi le handball, même le bowling, ou des choses comme ça, les sports olympiques et tout, et de temps en temps, il commentait le football. Il y avait Pierre Cangioni, mais il faisait aussi de la boxe. Il y avait Georges Dominique, mais Georges Dominique faisait aussi beaucoup de magazines sur d'autres sports. Les gens étaient beaucoup plus omnisports. Donc, il n'y en avait que 3 spécialistes. Et ma chance aura été d'avoir été accepté par... là aussi, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, les rédactions sportives, elles sont assez jeunes, quoi. Voilà, les gens ont entre 24 et 40 ans.
Là, si tu avais 40 ans, tu faisais partie des plus jeunes en 76. Et mon premier patron, Georges Decaune, aurait pu être mon grand-père. Moi, j'avais 18 ans, hein, et lui, il en avait plus de 60. Alors, Georges Decaune, ça dit rien aux gens, mais c'est l'un des pionniers de l'ORTF, de la télévision française. Son fils est Antoine Decaune. Peut-être ça parle un petit peu plus aux gens, puisque c'est plus récent. Et, et normalement, un stagiaire qui vient là, bon, il amène les cafés, il découpe les dépêches, il rend 2, 3 services, mais pas plus. Et moi, tout en restant dans mon coin, en observant, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de spécialistes football, eh ben, j'ai rendu beaucoup de services parce que j'avais plein de connaissances que curieusement les 3 quarts n'avaient pas. Et ils se sont appuyés sur moi. On avait par exemple des images qui arrivaient tous les jours à 13h et 19h qui s'appelaient les EVS. C'était des images envoyées par les autres télés européennes en France. Et la France envoyait aussi à cette télé ces images d'actualité. Et on recevait, je sais pas, des images du football anglais, des petits extraits de 2 minutes ou des choses comme ça. Ils étaient incapables de reconnaître les joueurs. Et moi, le plus souvent, je reconnaissais. J'ai pas attendu Liverpool qui allait jouer contre Saint-Étienne un petit peu plus tard, justement en 76, non, en 77, pour connaître Jimmy Case, Terry McDermott, Kevin Keegan, Steve Highway, Ray Clements, tout ça et tout. Puisque moi, déjà, j'étais allé à Anfield à l'âge de 14 ans, voir à Liverpool, machin, et je connaissais tous ces gens-là. Donc là, je disais McDermott, bah. Et ils restaient un peu sur les fesses. Et puis, c'était bien pratique pour eux parce que ça allait plus loin. S'il y avait un match, si tu veux, pour le journal de 20h, aller suivre le dimanche après-midi à Saint-Ouen au Red Star. Parce que sur Paris, je pouvais me déplacer avec l'équipe technique. Je pouvais pas partir trop en province pour des raisons d'assurance. Si j'avais, voilà, j'étais stagiaire officiellement, mais s'il y avait un accident. Donc, le gars qui devait faire ça pour le journal de 20h, il y avait toutes les chances qu'il connaisse rien au foot. Donc, il me disait, Didier, tu peux aller pour moi, tu vois le match et tu fais les interviews. Donc, je faisais les interviews. Quand je revenais avec les bobines film, il me disait, bon, quand elles sont développées, bah, comme tu as vu le match, tu peux faire le montage. Ok, je fais le montage. J'ai vite pigé comment on faisait les choses, tout ça et tout. Et il me dit, tu veux pas m'écrire le commentaire aussi? Bon, après, il remettait à sa sauce, mais j'écrivais les grandes lignes du commentaire. Et donc, je devenais un peu indispensable. Et puis, je les faisais rire, moi, parce que je me prenais pas du tout au sérieux. Et à 18 ans, voilà, j'arrivais la gueule enfarinée. Des fois, j'avais un bandeau sur la tête, le jean troué. Voilà, les cheveux longs, tout ça. Je débarquais et j'étais dans mon coin. Voilà, j'étais poli, tranquille. J'avais pas les dents qui rayaient le parquet. J'ai jamais été comme ça. Et ils se sont beaucoup attachés à moi, quoi. Et Didier, badadadadada. Et notamment un monsieur d'un certain âge qui aurait pu être mon père et qui a été mon père spirituel et à qui je rends hommage dans le livre, qui s'appelle Jean Rénal. Et on avait comme point commun, en dehors d'être originaire du Sud tous les deux, lui c'était de Montpellier, c'était le flipper. Donc des fois on partait, on allait jouer 4-5 heures d'affilée au flipper dans un bar pas loin de Cognac-G. Bon. Voilà, c'était une autre époque. Et Georges Decaune, le patron, tout ça, ça l'a titillé. Il dit, mais quand même, ce Didier, c'est un phénomène. Vous ne parlez que de Didier. Et ça a été mes premières chances. Mais après, au bout de 3 mois, ben, je devais partir. Mais après, j'ai été the right man at the right place parce que, un peu avant mon stage, ils ont signé les accords pour Téléfoot, pour une émission hebdomadaire, 100% football, qui allait s'appeler Téléfoot. C'est Jean Rénal qui a trouvé le titre d'ailleurs. Ça s'appelait Téléfoot 1, il avait pensé, parce que c'était F1. Tu vois, Téléfoot 1, c'était F1. Et qui allait exister en septembre 77. Et là, on est en novembre, soit décembre 76, et ils signent les accords, Jean-Louis Guillot, le PDG de TF1, Sadoul et Sastre pour la Fédé et la Ligue de football, et Georges Decaune, tout ça, pour cette émission qui allait exister 9 mois plus tard. Et là, Decaune sait qu'il doit engager des spécialistes de football, puisque comme il n'y en a que 3, ils ne pourront pas assurer une hebdomadaire, surtout que certains, des fois, sont en vacances, peuvent être malades, etc.
Et là, il m'a convoqué dans son bureau et il m'a dit, Didier, on va faire des essais télé, des essais machin, si tu es d'accord. Et après, on te fait signer un contrat, alors là, de stagiaire, où tu seras un peu payé, bon, une poignée de figues, mais bon. Et si ça fait l'affaire, bah, de fait, tu auras un CDI. Et je suis resté 13 ans à TF1. Et j'ai eu le luxe de partir de moi-même. Voilà la genèse de l'histoire. Sinon, bah, sinon, s'il n'y avait pas eu Téléfoot, ou si bah, je ne serais pas là en train de te parler, mais voilà, je serais peut-être croisé, mais pour d'autres raisons. Alors Didier, tu as rencontré les plus grandes légendes du ballon Hum, rond. On va hum, commencer par la première, Diego Maradona, qu'on voit juste derrière toi. Est-ce que tu peux nous ouais. parler de ta rencontre avec lui, comment tu l'as connu, du joueur et de l'homme que tu as croisé? Alors, je l'ai connu de temps en temps quand il passait en France pour recevoir un prix, où il était venu avec Boca Junior aussi faire un match contre le PSG. Euh, et j'ai fait un documentaire sur lui aussi, donc on s'est un peu plus connu à travers ce documentaire. Et donc, il savait qui j'étais. Bon, évidemment, il savait qui il était, mais voilà, quoi. On se connaissait sans se connaître. Mais s'il me croisait, il me disait bonjour, et il savait, voilà, d'où on pouvait se connaître. Et un jour, il arrive avec un vieil ami journaliste italien, très, très intellectuel, mais aussi football, tout ça, Gianni Mina. Il arrive pour recevoir son super ballon d'or début janvier 95. Et il arrive de Cuba via Madrid et il arrive sur Paris avec Gianni, lui, Claudia, sa femme, etc. Je ne sais pas si Dalma et Janina étaient là, ces deux filles, mais voilà, on est début décembre 95. Moi, je vais rejoindre Gianni parce qu'il avait besoin de moi pour être présent, enfin bon, de régler quelques petits problèmes. Et je m'arrange avec les douaniers parce que Maradona qui sort, ça, il y a toujours un mouvement de foule, tu vois, je ne vais pas hurler pour Gianni qui doit être dans sa foulée, ils étaient très proches. Et donc je m'arrange avec les douaniers et je vais là où les bagages, tu vois, tournent. Et je vois Gianni, mais je vois aussi Maradona. Et il me fait, bon, un abrazo, comme on dit là-bas. Et puis il me met le doigt là, tu vois, comme ça, comme il faisait de temps en temps. Il me dit, Didier, je sais que tu es très copain avec Cantona. Je suis là 3 jours. Je veux voir Cantona. Ben, je lui dis, ben, je vais essayer. Je lui dis, c'est pas facile. Il sort du Boxing Day. Là, tu vois, on devait être le 2 janvier, tu vois, et le Boxing Day, machin. Et parce qu'il est à Manchester. Il joue tous les 2 jours, tous les 3 jours. Mhm. Bon, je vais l'appeler et puis je vais faire mon possible. Diego, pas de problème. Je compte sur toi. Bon. J'appelle Cantona. Il me dit, c'est bon, voilà. Quoi, ben, et j'ai dit, ben, putain, c'est con, je n'ai pas posé la question pourquoi, tu vois. Mais bon, je sais qu'il veut te voir, mais je ne sais pas pourquoi. Eric n'avait jamais croisé Maradona, mais il était fou de Maradona. Bon, il y a quand même des similitudes, tu vois, entre les deux Lascars. Et il trouve une date le surlendemain, et il me dit, si je viens là, telle heure, machin, truc, ça va, je pars juste après l'entraînement, j'arrive vers 16h, 17h, si on se voit, je passe la nuit à Paris, je pars par le courrier du matin, je machin, quoi. Bon, alors après, je dis avec Maradona, ça collerait, tu vois, et j'organise la rencontre de monstres sacrés, entre guillemets, à l'hôtel intercontinental à Paris, et ils se rencontrent, voilà. Bref, alors, Maradona. Alors après, je vais bien plus le connaître, Diego, parce que finalement, l'objet de la rencontre, c'était créer un syndicat mondial de joueurs. Mais c'était un vieux, tu vois, c'était un peu le monstre du Loch Ness, quoi. Maradona en parlait tous les 3, 4 mois. Et à un moment, il disait, oh, faut créer, c'est pas possible que les joueurs n'aient pas droit à la parole, alors que c'est eux qui font le football, mais on leur demande jamais leur avis pour les compétitions, pour l'évolution des règles du jeu, des choses comme ça. Et il a totalement raison. Euh, et puis après, il passait à autre chose, parce que c'est Maradona, tu vois. Et puis après, bon, il n'y avait pas trop de suivi.
Et là, il en parle à Cantona, mais la rencontre est magnifique. Je l'explique dans le livre avec exactement mot à mot ce qui se disent. Tu vois, moi, j'étais là avec Gianni hors champ parce qu'on avait filmé la scène, tout ça et tout. Et, et Cantona, évidemment, avec son état d'esprit, il trouve ça, voilà, il suit Maradona. Il dit, moi, je suis prêt à te suivre, à te machin, Nini, bien sûr, un syndicat mondial, c'est normal que les footballeurs, bon. Mais après, Eric me prend à part, il me dit, il a raison. Et je dis, oui, bien sûr qu'il a raison. C'est évident que les joueurs n'aient pas leur mot à dire pour l'heure des compétitions, pour le nombre de matchs, pour plein de choses. Bon, alors que c'est eux qui font le football. Les dirigeants, ils sont interchangeables. Les footballeurs, bon, tu peux pas avoir de football sans footballeur. Mais il me dit, parce que Eric il est fou par certains côtés, mais il est plus structuré que Maradona aussi, quand même. Et il sait très bien que, bon, il se parle, il se truc, mais ça n'aura pas de suite. Voilà, on en parle depuis 86, mais. Et là, il me dit, bon, on va pas tourner autour du pot. Il faut que tu t'en occupes, sinon ça ne verra jamais le jour. Et là, ça, comme je dis, ça a été le début des emmerdes, parce que pendant 4 ans, ça a été un enfer, cette histoire. Enfin, bon, ben, je dis, je sais pas moi. Ouais, peut-être. Enfin, moi, j'avais mon métier, etc. Et oui, bon, je me suis lancé dans le vide. Et c'est là, déjà, je suis allé à Buenos Aires après pour dire à Diego, bah, si tu veux, je m'en occupe. Enfin, je n'allais pas m'en occuper comme ça. Il faut son aval. Et puis après, bah, il faut un président, il faut un secrétaire général, il faut ceci, cela. Ça ne se fait pas comme ça. Et puis après, il faut convoquer déjà des joueurs. Il faut, enfin bon, bah, je pourrais t'en parler pendant des heures et faire déjà 2, 3 livres dessus. Mais bon, là, je crois qu'il y a 1 ou 2 chapitres. Et donc là, Maradona, je vais le voir sensiblement tous les mois parce que j'irai chaque fois, tous les mois, 5, 6, 7 jours en Argentine pour. C'est un bon terreau, l'Amérique du Sud, parce que je pense que tous ces joueurs qui ont connu des dictatures de près ou de loin par rapport à leur famille, à leurs cousins, des gens, puisque l'Amérique du Sud, il y a eu des dictatures partout, en Uruguay, au Paraguay, en Argentine, au Brésil, etc., etc. Ils ont une conscience politique beaucoup plus affirmée que les joueurs européens. C'est difficile d'avoir une conscience politique quand on a 23, 25, 28 ans, sauf si on baigne dans quelque chose. Mais dans les pays occidentaux, en Italie, en Espagne, en Allemagne, bon, voilà. Et puis, ils sont pris très gosses pour être footballeurs de haut niveau et ils pensent à leur match, à gagner des titres, à pas être remplaçant, à ceci, cela. Il n'y a pas beaucoup de place pour ça et leur environnement a pas forcément une conscience politique non plus, quoi. Voilà, ils sont dans un autre monde. Et, et là, j'avais des gens réceptifs quand j'en allais en Amérique du Sud, donc on pouvait former un petit peu une petite bande, quoi. Et à travers ces voyages, ben, j'ai connu Maradona, effectivement. On a eu une grande proximité pendant 4, 5 ans. Et j'ai vu de près l'homme fantastique qu'il était, parce qu'au-delà d'être un footballeur génial, c'est un homme formidable qui a de vraies valeurs, et qui a un côté révolutionnaire en soi aussi. Mais surtout que là, il était encore sous l'emprise de la drogue, etc. et tout, même s'il essayait de s'en sortir. Après, il n'avait pas la constance, si tu veux, de ses ambitions. Mais c'était quelqu'un hors norme, quoi. Et d'ailleurs, tous ses coéquipiers, parce que du coup, j'ai connu beaucoup de ses coéquipiers d'alors, à Boca ou d'Argentine 86 ou des choses comme ça, adoraient vraiment Maradona, parce qu'il était l'homme que si on n'est pas complètement abruti, on pouvait imaginer, quoi. Voilà. C'est vraiment quelqu'un d'hors norme, mais très difficile aussi, parce que j'ai vécu ça de près, du coup, d'être Maradona, et parce que Maradona ne s'appartient plus, quoi. Et finalement, le seul endroit où il avait une espèce de liberté, bah, c'était sur un terrain de football. Et dès qu'il sortait, c'était très, très difficile à vivre. Il fallait vraiment qu'il soit costaud, parce qu'en plus, lui,
il s'est pas caché, il s'est pas ménagé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je mets la drogue de côté, mais même au niveau de la parole, il est allé assez loin. Passionnant propos de Didier Roustan sur la légende du football Diego Armando Maradona. Didier Roustan, auteur de Puzzle. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Thank you.